c'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcelles. Bernard Courcelles est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcelles, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite dans les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, pardon. Et Monsieur Bernard Courcelles a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour ne pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcelles est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qu'il enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcelles avait expliqué que comment ils faisaient leurs coups en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, il faut un petit chiffon. Je passe en Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie saoudite du XXIe siècle. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 25 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres armaient les 2 côtés de la guerre civile. D'ailleurs, à Elf, c'était très simple. Sirvin armait les rebelles et Taralo armait le gouvernement. Donc ça pouvait durer longtemps. Donc, un pays en guerre civile, un pays avec une richesse pétrolière extraordinaire. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfina, 43% pour une société anglo-saxonne, Chevron, Exxon ou tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition
la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pasquoyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez un gisement gigantesque, est inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique, et d'ailleurs, qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit, parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça, on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Marchiani, les Falcon, les Guédamac, les Sirvin, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole, ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commissions. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils font à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guédamac étaient protégés par la DST. M. Guédamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets des deux camps ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près, ça va plus loin. C'est pas seulement les armes, le pétrole et les services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets, dans leurs manœuvres, vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine qui a été financée à moitié par le trafic de l'opium, vous le savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du côté, les magots plus exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pourboire pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guédamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guédamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guédamac est en quelque sorte le représentant